Messieurs, dames, il est grand temps que nous parlions enfin de l'Odyssée de Nolan. Mais d'abord, je vais enlever ça tient super méga chaud. Il est beau, hein? Mais c'est pas le sujet. Après un périple réflexif de plus de 7 jours, ça fait plus d'une semaine que j'ai vu le film, je suis enfin en situation de pouvoir vous donner le début d'un avis sur ce film. Ouais, on est sur un parcours un peu délicat, je vous le cache pas. Il me fallait aussi le temps de rentrer de vacances, mais tout cela m'a permis, déjà, première chose, c'est de prendre plaisir à réfléchir sur ce film. Avant même qu'on parle du film Odyssée, avant même qu'on parle de ce que j'ai aimé et pas aimé dans ce film, si vous attendez une vidéo où je vais hurler à la catastrophe et à la bouse intersidérale, ce ne sera pas le cas, mais si vous attendez une vidéo où je vais hurler au chef-d'œuvre, ce sera pas le cas non plus. Je suis vraiment désolée de vous décevoir par avance, mais j'ai un avis qui est en fait très mitigé sur ce film, mais s'il y a bien une chose immensément positive que j'ai à vous dire dès le début de cette vidéo sur le film L'Odyssée de Nolan, c'est que j'ai pris un plaisir de dingue à réfléchir dessus, à aller me renseigner, à chercher des infos, à retourner vers le mythe originel et vers l'histoire d'Homère, échanger sur ce film. J'ai pris un plaisir fou à réfléchir dessus. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu une œuvre comme ça qui m'avait impactée, non pas particulièrement parce que j'ai vécu en salle, mais par le côté déstabilisant que peut avoir une œuvre d'art au sens artistique, vous voyez. C'est quelque chose qu'on peut ressentir pour une musique, pour un tableau, pour une performance artistique. Eh bien, moi, je l'ai un peu eu pour ce film, et rien que ça fait plaisir, et je suis ici pour vous donner mes premières conclusions, mes pistes de réflexion, mes pistes d'analyse, mais aussi pour passer quelques coups de gueule, j'en suis désolée, mais ça va être le cas. Gros programme donc, installez-vous confortablement, servez-vous de quoi vous hydrater. On est parti sur de la caféine dans mon cas parce que ça va être nécessaire. J'espère que la vidéo sera pas trop longue, pas forcément pour vous, mais surtout pour moi et pour le travail de montage derrière. Je vous laisse avec le générique, j'arrête de blablater et on se retrouve juste après pour le vif du sujet. Essayez de retrouver le chemin vers la maison. Matt Damon est encore en la recherche de son chemin vers la maison. Alors, l'Odyssée est donc le 13e film de Christopher Nolan. Dites-moi d'ailleurs si vous voulez que je vous fasse un top de mes films favoris de Christopher Nolan. Je les ai tous vus, là en ce moment je suis en train d'en revoir certains. Je vous ai fait un petit short où je vous ai montré notamment mon revisionnage de Insomnia avec ma maman. Allez le voir si vous ne l'avez pas vu. Il n'empêche que c'est le 13e film d'un réalisateur qui est aujourd'hui connu et reconnu comme le maniaque du réalisme dans ses films, le maniaque de l'absence de CGI dans ses films et surtout un grand nom du cinéma hollywoodien d'aujourd'hui. Il nous propose d'adapter ne serait-ce que le grand mythe homérique de l'Odyssée, l'histoire d'Ulysse qui essaye de rentrer chez lui mais que ça réussit pas très bien. C'est quand même un gros morceau, mais c'est aussi un texte qui est fondateur pour énormément de civilisations. C'est un mythe qui est extrêmement important, que ce soit aujourd'hui dans la littérature, dans l'art, dans la musique, etc. C'est un mythe qui en a inspiré énormément d'histoires, énormément de gens. C'est également un mythe philosophique, métaphorique. Il y a quelque chose de très spirituel dans l'écrit d'Homère. C'est une sorte de ciment culturel de la culture occidentale notamment, donc c'est pas n'importe quoi auquel s'attaquait Christopher Nolan dans ce projet. Autant vous dire que ça ne m'a pas étonné que le film soit démonté avant même sa sortie. Que ce soit par les différentes annonces de casting, que ce soit par la polémique même du fait d'essayer d'adapter un texte millénaire aussi important, aussi énorme aussi. On parle d'un film de 2h52 qui forcément squeeze énormément de passages de l'Odyssée, parce que l'Odyssée, c'est un texte qui est énorme. Et si en plus on rajoute des éléments autour de Troie, ou qu'on veut développer des personnages qui ne sont pas forcément développés autant dans le texte homérique, forcément qu'on va avoir un très gros morceau, et forcément qu'on va devoir faire des choix. Donc par nature, le projet allait être polémique, mais Christopher Nolan s'est emparé de sa caméra IMAX 70 mm, d'un casting de foufou dingue. Matt Damon, le héros favori des mecs qui essayent de rentrer chez eux. Le duo, le petit couple adorable du cinéma, Tom Holland et Zendaya, commencent à devenir quand même des immenses noms de Hollywood, même s'ils font partie de cette nouvelle génération. Il nous dégaine également Anna Thaoué, Charlize Theron, Jon Bernthal, je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Nouvelle génération, on a aussi Robert Pattinson qui devient quand même un acteur majeur, et personnellement c'est parmi le casting l'acteur que j'apprécie le plus, je pense.
Himesh Patel, Mia Goth ou encore Elliot Page avec qui il avait déjà travaillé. Bref, on a un casting 5 étoiles pour un projet qui était, si ce n'est grandiose, en tout cas déjà audacieux sur le papier. Je vais pas vous faire l'affront de vous réexpliquer l'histoire, j'ai déjà rapidement résumé et je vous propose qu'on passe directement dans le vif du sujet pour pas trop perdre de temps. Comme d'habitude, on va commencer par la forme du film avant de s'intéresser au fond dans une seconde partie. Et sur la forme, j'ai pas mal de mécontentement à exprimer, soyons honnêtes. Si on commence par le plus générique, c'est-à-dire la photographie est vraiment sublime. Moi j'aime beaucoup la façon de filmer de Christopher Nolan. Il y a quelque chose d'assez grandiose mais d'assez froid dans sa façon de filmer. C'est un mec terre à terre et cynique, Christopher Nolan. Il y aura pas de la joie, il y aura pas des petits soleils, il y aura pas des petites fleurs et des herbes qui s'entrechoquent. C'est pas le sujet, c'est pas le thème. Il y aura pas du grandiose un peu clinquant. Certaines personnes se sont plaintes sur les réseaux sociaux parce qu'ils s'attendaient à cette image très péplum, très luxe, avec les grandes tentures et les armures très chatoyantes. Si t'as vu 3-4 films de Christopher Nolan, tu sais que le mec il est pas chatoyant, c'est pas son style le chatoyant. Donc on a quelque chose d'assez sobre, d'assez austère presque j'ai envie de dire, qui est bien filmé, la caméra est bien tenue, les plans proposés sont intéressants, mais moi ce qui m'a vraiment profondément dérangé dans la photographie de ce film, c'est que je la trouve très inégale. On a l'impression que chaque lieu de tournage, limite chaque scène, ne résonne pas forcément avec la précédente. C'est comme si on avait une archipel, même carrément une galaxie avec différentes planètes, différents moments, et en fonction des moments, on a pas la même identité visuelle, pas vraiment les mêmes angles, pas le même regard sur les personnages. J'ai trouvé ça assez perturbant. En fait, j'ai trouvé que visuellement, photographiquement, le film manquait d'unité, hormis le côté un petit peu terne et pas chatoyant, sans forcément verser dans le cliché grec, si vous voulez, avec des murs en torchis blanc et la mer bien bleue, etc. Pour moi, il aurait fallu quand même montrer que tout ça se passe à peu près au même endroit, en tout cas dans la même zone, pour donner un petit peu du sens et pour articuler entre eux les différents lieux de passage d'Ulysse ou de vie des différents personnages, et j'ai trouvé que ça manquait. Pris indépendamment, chaque lieu fonctionne avec son identité. J'ai bien aimé le côté très sobre de Ithaque. Ithaque, c'est un petit royaume, c'est pas un truc grandiloquent de foufou gueudin. J'ai beaucoup aimé tout ce qui va être la plage noire, pour ne pas vous en donner trop. J'ai aimé la façon dont ont été pensés les visuels des géants, pas la façon dont ça rend et sa participation dans l'histoire, mais j'ai aimé comment ça a été pensé. La partie de la grotte de Polyphème aussi, indépendamment en fait, si on prend chaque moment indépendamment les uns par rapport aux autres, je trouve que la photographie est très belle, mais pour moi ça manque d'une unité. J'ai vraiment eu l'impression qu'on avait plein de courts-métrages collés les uns aux autres. Est-ce que c'est volontaire pour montrer le côté dissolu du voyage d'Ulysse ? Peut-être. Il faut qu'il condense en 3 heures de film des années d'errance, donc est-ce qu'il a voulu montrer la différence de temporalité entre ces espaces, entre ces lieux, en ne donnant pas une unité visuelle entre eux? Peut-être. Mais moi j'ai trouvé en tout cas que ça manquait de lien et ça manquait d'une identité visuelle forte, autre que la simple identité visuelle nolanesque de quelque chose de très froid. Reste qu'il y a dans les décors des traits de génie, je trouve, et on va souvent parler de traits de génie dans ce film parce que je ne trouve pas que le film soit génial en lui-même, mais par contre il y a plein de très bonnes idées. La cage de Pénélope, c'est un trait de génie, ça fait sens dans la mise en scène, ça fait sens dans la définition du personnage, ça parle pour le personnage, ça fait des scènes qui sont en plus sublimes et c'est vraiment un élément de dialogue avec le spectateur à part entière. J'ai beaucoup aimé toute la reconstitution du travail sur le bateau, j'ai trouvé ça vraiment sublime, on sent qu'ils ont vraiment ramé sur pied quoi. Et la mère, elle est physiquement là, c'est limite un personnage dans ces scènes-là. Donc vraiment, il y a des trucs qui sont géniaux, mais c'est des petits traits de génie qui semblent pas faire l'unanimité tout le long du film. Et là, je vais être obligée de parler d'un élément de la forme qui est extrêmement important pour moi, qui est les costumes. Les costumes ont été décriés dès que les premières images sont sorties et personnellement je comprends pourquoi. J'avais pas d'attente de réalisme historique pour ce mythe, j'avais pas d'attente de quelque chose de clinquant comme je le dis parce que je connais la filmographie de Christopher Nolan et je sais que c'est un mec qui est plutôt terne dans sa vie, mais je m'attendais quand même à ce que les costumes déjà fonctionnent mieux entre eux. On a encore ce problème d'unité, je suis désolée, Agamemnon en dirait un personnage d'un film de SF complètement échevelé alors que tous les autres ont des trucs qui versent presque tellement trop dans l'utilitaire et le réaliste qu'ils en sont même plus intéressants pour caractériser les personnages. Rien que ça résonne pas ensemble. Mais en plus, là où vraiment ça m'a gênée, et c'est ce que je vous dis, c'est que ils ont tellement voulu sobriser les costumes, le costume ne parle plus pour son personnage. À part pour Agamemnon, il y a une métaphore très intéressante qui est donnée sur le personnage d'Agamemnon.
visuellement pas cohérente avec le film du tout, mais intéressante. Le côté de l'armure trop grande pour lui, le mec qui est dans l'externalité, mais qui n'est que dans une posture, et dès qu'il enlève son armure, il est tellement faible et tellement pas respecté, parce que c'est pas sa guerre, parce que c'est pas lui qui l'a gagné, parce qu'il s'approprie le génie d'Ulysse, mais ils sont même pas là parce qu'ils répondent à l'appel d'Agamemnon, ils sont là parce qu'ils ont juré de protéger Hélène, qu'ils ont tous été pris pendant d'Hélène et qu'ils sont là pour jurer de l'avoir protégée, et qu'elle a été enlevée. Je trouve intéressante la métaphore du costume d'Agamemnon, mais beaucoup trop grossière et qui ne fait pas sens dans l'esthétique du film. Et les autres costumes sont tellement sobres qu'ils ne disent rien sur leur personnage, ils ne communiquent rien sur eux, on ne sait rien d'eux. Tu les vois, ça peut être un prince, un trappeur, un soldat lambda, ça peut être quelqu'un de brutal comme quelqu'un de doux, ça peut être quelqu'un de malheureux comme quelqu'un d'heureux. Normalement, le costume caractérise le personnage qui le porte et aide l'acteur et aide la caméra à communiquer avec le spectateur. Faut pas la faire trop grossière, hashtag Agamemnon, parce que sinon ça se voit trop, ou alors faut que ton film soit dans ce ton-là. Mais je trouve que honnêtement, les costumes sont vraiment pas du tout intéressants. Et le seul qu'on retient, c'est le guignolesque du costume d'Agamemnon. Oh, j'ai une tresse, c'est des vertèbres, mais en or. C'est-à-dire que je suis riche et méchant. Non mais enfin voilà, j'ai pas du tout aimé... J'ai compris, j'ai apprécié la métaphore qu'ils ont essayé de dire sur les personnages, mais j'ai pas apprécié le fait que ça ne fasse pas sens avec le reste, et je n'ai pas apprécié les costumes d'une manière générale. Et d'ailleurs, tant que j'y suis, j'ai pas apprécié ce qu'ils ont fait par rapport à Hélène. Alors, pas le choix de caster une actrice noire, ça, c'est le choix du réalisateur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'elle joue bien. Elle a pas le temps de montrer qu'elle joue bien parce qu'on la voit pas des masses. Et honnêtement, j'ai pas trouvé le jeu incroyable, on va en parler. Mais par ce qu'ils ont fait par rapport à son visage, Hélène est une déesse. C'est une divinité. Elle peut être blessée à l'intérieur, elle peut le montrer dans son jeu, on peut le caractériser par les vêtements qu'elle porte, mais par contre je comprends pas ce qu'ils ont fait par rapport au visage. Et j'aurais trouvé intéressant qu'ils différencient plus Hélène et Clytemnestre, mais ça bon. Voilà, vu que c'est vraiment des archi-détails dans le film, c'est pour pinailler. Mais du coup je vais revenir sur le jeu d'acteur. Alors, le casting. Honnêtement, j'ai une haute estime de la direction d'acteur par Christopher Nolan. Je trouve que Christopher Nolan, à part dans quelques rares exceptions qui tournent plus à la vengeance personnelle d'après ce que j'ai cru comprendre, oui je parle de toi Marion Cotillard dans Dark Knight, à part de rares exceptions, je trouve que Christopher Nolan est un excellent directeur d'acteurs. Il permet à ses acteurs de se révéler et de donner le meilleur d'eux-mêmes. Alors apparemment il est supra exigeant et pas très aimable sur les tournages, certes, c'est votre tambouille, mais en tout cas je trouve qu'il dirige très bien ses acteurs et je trouve que là encore dans l'Odyssée ça se sent à quelques exceptions près. J'ai apprécié les personnages principaux, Matt Damon est égal à lui-même, de toute façon c'est un rôle qu'il a déjà joué plein de fois, le mec perdu qui veut rentrer chez lui et qui a des PTSD. Il le joue bien, je l'ai pas trouvé particulièrement impressionnant, mais je l'ai pas trouvé non plus choquant. Tom Holland est très correct dans le côté jeune premier un peu audacieux. Zendaya et son personnage, c'est surtout ce qu'elle apporte au niveau esthétique, parce que pareil, elle a pas beaucoup de temps d'écran, pareil pour Hélène. Mais les personnages qui vraiment, moi, vont m'intéresser, c'est ceux qui ont suprêmement bien joué, et ceux qui ont franchement pas bien joué. Dans la catégorie, c'était super bien, j'ai beaucoup aimé. Robert Pattinson délivre encore une performance de fou, je l'ai détesté. Je l'ai détesté le personnage de Robert Pattinson parce qu'il lui donne ces petites mimiques de bouche, ces petits vagues mouvements de sourcils, ces petites postures, ces petites attitudes détestables. Et c'est tout ce qu'on veut de lui. On voit que c'est un minable, on voit que c'est un orgueilleux. Son costume ne le montre pas pour lui, son costume ne parle pas pour lui, mais le jeu de Robert Pattinson est tellement fin et de tellement haut niveau que en 3 secondes t'as saisi à qui t'as affaire et tu le détestes et c'est génial. Anna Thaoué, je l'ai trouvée excellente. Anna Thaoué est une actrice que j'apprécie beaucoup, c'est vraiment une bonne actrice. Elle n'est pas toujours au maximum d'elle-même, mais quand on la pousse, j'ai l'impression qu'elle fait des trucs de fou. De toute façon, elle a parmi les dialogues les plus intéressants du film. Les scènes où elle discute avec Télémaque, notamment une scène en particulier, elles sont très fortes au niveau émotionnel, mais à la fois dans la retenue et à la fois tu sens beaucoup de souffrance, beaucoup de tristesse et beaucoup de solitude. J'ai beaucoup aimé son personnage, le personnage de Pénélope, et j'ai adoré la façon dont elle l'a joué. On a d'excellents second rôles. L'actrice de Circé, elle a pas une scène très longue, m'a bluffé. Le Porcher qui est un petit peu le maître d'armes de notre jeune Télémaque, et il a une espèce de force, de dignité, et dans sa façon de jouer en plus un rôle d'aveugle qui est particulièrement compliqué à l'écran, je l'ai trouvé très fort aussi, donc on a de superbes second rôles. Le second d'Ulysse sur le bateau aussi, beaucoup aimé, assez impactant, peu de répliques, mais chaque fois qu'il délivre sa réplique, il la délivre très bien. En fait, dans tout ce marasme, il y a que
deux personnages, deux acteurs qui m'ont franchement déçue. C'est Charlize Theron et Elliot Page, et pour le coup, c'était des rôles où il fallait quand même apporter quelque chose. Charlize Theron, elle est juste belle. Elle joue Calypso et elle est belle. Elle donne aucune émotion, et c'est un personnage qui est super important parce que c'est le personnage qui... Enfin, c'est l'arc duquel on part pour se souvenir du voyage d'Ulysse. C'est elle qui va pousser Ulysse à se souvenir et à revenir sur ce qu'il a ressenti, ce qu'il a vécu et son périple. Et un personnage aussi important dans ton scénario peut pas juste être beau. Elle peut pas juste être belle avec un filet sur le corps. Il y a des gens qui ont écrit sur Twitter que on dirait une pub Dior J'adore. Oui, on dirait qu'elle fait un tournage Dior J'adore. T'es dans l'Odyssée, meuf. Délivre quelque chose, tu peux pas juste être belle, c'est pas possible, c'est pas comme ça que ça marche. Et j'ai pas beaucoup aimé les interventions de Elliot Page. Il joue Sinon, parce qu'il y avait des gens qui ont dit qu'il jouait Achille, pas du tout. Il joue Sinon, qui est donc un jeune du groupe d'Ulysse qui est important en début de film et qui est important lors d'un tournant dans une autre scène, dans un autre passage du film. Il a vraiment cherché une sorte de fébrilité, une sorte de faiblesse presque, qui pour moi est surjouée, et je trouve que ça casse le trauma en fait de son personnage, la trahison, la lourdeur, le ressentiment, la peur, l'angoisse. Enfin, il est censé y avoir plein d'autres émotions par rapport à ce que ce personnage vit dans le film, et ce qu'on a, c'est la fébrilité et la faiblesse, et j'ai trouvé que ça manquait de nuances et ça manquait de richesse par rapport aux autres acteurs. Mais vraiment, le pire du pire, c'est Charlize Theron. Elle est juste belle, quoi. C'est pas possible, les gars, c'est pas possible. Donc ça, c'était les éléments sur lesquels je voulais vraiment revenir. Il y a deux autres choses qu'il faut forcément évoquer quand on évoque la forme d'un film, notamment chez Christopher Nolan. C'est tout d'abord les effets spéciaux. Vous le savez, Christopher Nolan, c'est le monsieur anti-CGI, donc il y a énormément d'effets pratiques dans son film. Des trucs super malins, qui sont très bien envoyés, qui sont bons. Par exemple, des cascadeurs très grands et des cascadeurs beaucoup plus petits, notamment des femmes, ont été castés pour la scène des géants, qui n'a aucun intérêt dans le film et qui n'apporte pas grand-chose et qui est bizarre et qui fait pas sens dans le côté adaptation, parce que qu'est-ce que c'est que ce passage dans Homer, et qui a une esthétique étrange qui fait presque SF, mais au niveau effets pratiques ça marche. Polyphem, qui est un mélange du coup d'effets CGI et d'effets pratiques avec une marionnette dans la grotte. On a le cheval, toutes les scènes avec le cheval. Je pensais que j'allais détester le cheval de Troie tel qu'il était représenté dans les premières images qu'on avait vues, je comprenais pas. Il est trop beau, trop bien fait, trop lisse, trop machin. Mais je trouve qu'il fonctionne en fait très très bien dans les différentes scènes, parce qu'il a ce côté tout le monde aurait dû s'en douter, c'est tellement surréaliste, mais à la fois, si tu crois dans les dieux, si tu crois dans le cadeau divin, le cadeau fait à une déesse, ça fait sens, et puis ça fait sens avec l'esthétique. Il y a toutes ces choses qui sont tangibles, et tu vois qu'elles sont tangibles à l'image, sauf l'erreur du film. J'ai pas compris. Carrie Bessila. Je veux dire, bon, au pire, il y en a un, c'est juste un tourbillon. Bon, ils ont fait juste un tourbillon, hein, voilà. C'est un tourbillon. Ça fait peur, parce que ça tourne comme ça, mais c'est juste un tourbillon. Alright. Ils l'ont fait avec des mecs qui tournaient en jet ski pendant le tournage pour que les effets sur le bateau soient bien faits, sur les vagues. Je trouvais ça cool comme anecdote, mais t'as pas voulu faire un truc trop grandiose, etc. Mais si là, qu'est-ce que c'est que ça? C'est moche. On voit que c'est numérique. On voit que c'est archi méga numérique. C'est pas beau, le design est pas réfléchi. Oh, ça m'a tellement sorti du film. Je suis fâchée. Franchement, qu'arrivé là, je suis fâchée. Autant pour les sirènes, je comprends ce qu'il a fait. On va passer sur les musiques. Je comprends le choix. Autant pour Scylla, c'est violent, c'est méchant ce qu'ils ont fait à cette légende. C'est pas correct. C'est vraiment... Là, j'étais fâchée. J'étais fâchée parce que Christopher Nolan et moi, j'ai un énorme respect pour le fait qu'il veut tout faire en effet pratique et que ça rende aussi bien et que ce soit aussi beau. Et là, il m'a un peu trahi. Là, il m'a un peu brisé le cœur. Mais sinon, globalement, c'est très très beau au niveau des effets spéciaux. Surtout, ma scène préférée, qui est la scène de Circé, encore une fois, qui est intense, qui est horrifique, qui est body horror presque, qui est dégueulasse et malaisante, et j'ai adoré. Et comme je vous l'ai dit, j'ai aussi adoré le passage des sirènes, mais là on va plutôt passer sur la partie musique, parce que j'ai trouvé qu'il y avait là encore des traits de génie, comme il y a eu des traits de génie pour la scène de Circé, comme il y a eu des traits de génie pour la cage dans laquelle ils ont mis Pénélope. Il y a des traits de génie comme ça de temps en temps. Il y a un trait de génie, c'est la scène des sirènes. Moi je me demandais comment ils allaient adapter le chant des sirènes. Et j'allais en salle
ça faisait partie de ces choses sur lesquelles il y avait un gros point d'interrogation dans ma tête en me disant mais comment ils vont adapter ça. J'ai trouvé ça génial comment ils l'ont adapté. J'ai adoré le parti pris, j'ai adoré le dialogue qui en suit, j'ai adoré la façon dont c'est joué, j'ai adoré toute la scène. Donc sur cet aspect musical là, sonore là du film, j'ai adoré. Par contre, je suis un peu déçue par le reste de l'aspect musical du film. Je rappelle que les poèmes homériques et l'Odyssée, c'était chanté, psalmodié, chanté durant l'Antiquité. Il y a eu un travail, on entend de temps en temps des espèces de sitares ou des espèces de flûtes qui ont vraiment des connotations antiques. Il me semble d'ailleurs qu'il y a eu un travail de reconstruction de certains instruments de musique antiques pour accompagner le film, mais pour moi ça ne va pas assez loin dans le côté lyrique qu'on peut attendre d'un film qui adapte Homère. Pourquoi ça chante jamais dans le film? Surtout qu'en plus l'ouverture du film c'est un mec avec un bâton qui dit « Je vais vous chanter le chant d'Ulysse ». Mais chante, bordel! Tu nous ouvres ton film en disant je vais chanter le chant d'Ulysse, pas une seule fois ça chante. Ah oui, il y a peut-être un côté métaphorique en disant que le chant d'Ulysse c'est pas la véritable histoire d'Ulysse. Et effectivement, quand on s'intéresse au fond d'Ulysse qui se rend compte qu'il n'est pas le Ulysse du mythe, mais qui blablabla. Mais chante un peu quand même, un peu de lyrisme, un peu de poésie, un peu de spirituel. Ça manque sur la forme, ça manque dans la musique et ça manque dans le fond. Et ceci est une transition toute trouvée pour passer à la suite de la vidéo. Donc si je fais un point, visuellement, j'ai trouvé qu'il y avait des traits de génie. Esthétiquement, le film est franchement, j'ai envie de dire forcément très beau. Je l'ai pas vu en 70 mm machin machin. On fera une vidéo pour parler du 70 mm machin machin si vous voulez un jour. Parce que pour moi, cette injustice d'accès à une œuvre, ça me pose problème. De ce côté, t'as jamais vraiment vu l'œuvre de Christopher Nolan si t'es jamais à le voir en 70 mm, sauf qu'en Europe, il y en a que 5, je crois, des cinémas, ou 4 qui peuvent le passer en 70 mm, et à des tarifs exorbitants. C'est une expérience, je veux dire. J'ai kiffé le Futuroscope aussi, vous voyez, mais j'ai un avis sur ça, mais c'est pas le sujet. On en reparlera si vous souhaitez. En tout cas, sur la forme, j'ai trouvé qu'il y avait des traits de génie, il y avait vraiment de la pertinence, mais c'est un film qui, pour moi, visuellement, manque d'unité, manque de lyrisme, manque de poésie, manque d'une sorte de souffle mythique. Il n'y a pas eu de moment où je me suis dit « Waouh, je vis la mythologie !» Ça manque de lyrisme visuellement et ça manque surtout pour moi d'une unité. Et puis, si là, c'est impardonnable. C'est impardonnable. Il n'y a pas que sur la forme où j'ai trouvé qu'il y avait à la fois des traits de génie et des trucs impardonnables et décevants, il y a aussi le fond. Commençons d'abord par le scénario en lui-même. Je pense que ça a été une épreuve extrêmement difficile de créer un scénario qui rentre en à peu près 3 heures de film sur la base de l'Odyssée. Il faut forcément faire des choix. Quels éléments tu vas garder, quels éléments tu ne vas pas garder. Est-ce que tu vas jouer sur la temporalité? Évidemment, c'est Christopher Nolan, il allait jouer sur la temporalité, c'était évident, mais bon, la question se posait. Est-ce que tu vas aller chercher d'autres textes, d'autres inspirations? Dans la vision que j'ai, c'est pas basé uniquement sur l'Odyssée, mais c'est aussi basé sur des résonances qu'a eu l'Odyssée d'Homère dans d'autres textes. L'importance notamment qu'il donne à Télémaque et au voyage de Télémaque. L'importance qu'il donne à Pénélope. Moi, il est allé chercher d'autres sources. Alors, celles vers lesquelles moi, du coup, j'ai penché, ça va être les aventures de Télémaque qui ont été écrits par Fénelon au XVIIe siècle, qui était un texte qui avait été écrit pour former la jeunesse royale, l'héritage d'un jeune prince qui doit reprendre le trône, etc. Je pense qu'il a aussi probablement, peut-être, je mets beaucoup de pincettes, été inspiré par le texte de Margaret Atwood, l'Odyssée de Pénélope, qui est beaucoup plus récent, mais qui donne une place à Pénélope, qui donne une voix à Pénélope, qui donne une parole à Pénélope. Évidemment, c'est évoqué dans l'Odyssée, mais peut-être qu'il est allé chercher aussi dans le regard qu'a pu poser Margaret Atwood sur le personnage de Pénélope. En tout cas, je trouve qu'il a donné une importance certaine à Pénélope. On reproche très souvent à Christopher Nolan de ne pas respecter les personnages féminins ou de ne pas leur donner assez de place, et moi j'ai beaucoup aimé la proposition qui est faite sur Pénélope dans ce film. Et évidemment, il est sorti du cadre strict de l'Odyssée puisqu'il nous parle de Troie, et que Troie c'est l'Iliade, et encore dans l'Iliade c'est que le chant d'Achille, donc il est quand même allé chercher les poèmes homériques, etc. Il est venu nous faire une sorte de micmac où il y a effectivement le voyage d'Ulysse, mais il n'y a pas que le voyage d'Ulysse, il y a Ithaque et il y a Troie. Et évidemment, c'est Christopher Nolan, toutes ces temporalités sont mélangées. Et ça commence de façon franchement ultra déstabilisante. J'ai pas beaucoup apprécié ma première heure de film, principalement à cause de ça. Il nous fait rentrer dans l'histoire à la fois par ce qu'il se passe à Ithaque pendant qu'on attend Ulysse, et par notre Ulysse perdu chez Calypso, qui reconstitue ses souvenirs de son périple et de Troie, donc de deux autres temporalités, chez Calypso. Je comprends pas pourquoi ils ont fait ce choix par rapport à Calypso, parce qu'en soi, dans l'Odyssée d'Homère, il y a un moment où Ulysse raconte
tout son périple. C'est quand il est chez Nausicaa, là, la jeune princesse. Je sais plus pourquoi ils sont pas plutôt appuyés sur ce passage homérique et pourquoi ils ont utilisé Calypso comme on va dire excuse pour ces espèces de flashbacks et pour que Ulysse nous raconte son parcours. Surtout Calypso déguisé en j'adore là, bof. Les scènes de Calypso sont tellement pas les plus intéressantes et sont même d'ailleurs parmi les moins intéressantes du film, que dommage. Mais en tout cas, il a fait un micmac entre du coup le parcours d'Ulysse, mais également ses souvenirs de Troie, le moment où il est chez sa Calypso et ses souvenirs de son parcours, et également ce qui se passe sur Ithaque en même temps qu'il se souvient chez Calypso, plus ou moins au niveau temporel. Fallait se douter que Christopher Nolan allait encore essayer de tuer le temps, et il a réussi, et ça se sent au niveau du rythme. On a un film qui a un rythme assez improbable. Vous savez, généralement, on a la première heure qui te happe dans l'histoire, une sorte de ventre mou, et ensuite l'intensité de la fin. Là, c'est l'inverse, on a un film qui est vraiment en crescendo, ce qui est plutôt intéressant parce que plus le temps passe et le film est long, plus t'es impliqué dans le truc, parce que plus tu comprends et plus tu vois enfin toutes les pièces du puzzle se remettre là où il faut, et tous les événements et tout le cheminement du personnage d'Ulysse et ses souvenirs qui viennent nous expliquer comment il se sent et le rapport qu'il a et la posture qu'il a. Honnêtement, le rythme est vraiment bon et vient de cette déconstruction du temps qui est si déstabilisante dans le film. Donc c'est un mal pour un bien, j'ai envie de dire. Après, j'ai vraiment trouvé gênant de rentrer par l'histoire de Calypso. Ce qui se passe à Ithaque, ok, c'est cool, c'est intéressant et ça permet de décentrer. Ulysse lui-même est très auto-centré en début de film et justement il se décentre petit à petit, il fait sa psychanalyse là, et je trouve intéressant que le film propose ça aussi pour les spectateurs, mais personnellement, utiliser le moment Calypso comme une sorte de bouée temporelle pour porter le fait qu'Ulysse nous raconte son voyage, ça m'a pas du tout convaincu, ça m'a même plutôt gênée, parce que ces scènes sont inintéressantes, et en plus parce que temporellement c'est très difficile à caser en fait dans l'histoire. Et comme il nous donne pas de repère temporel, ce qui n'est pas un mal, il a le droit, je trouve pas que le choix Calypso soit le bon choix scénaristique, et c'est pour moi un point noir dans l'entremêlement temporel du film. Autre problème que j'ai eu, qui vient aussi de l'écriture et de cet entremêlement temporel, c'est que, comme déjà visuellement on n'a pas vraiment d'unité entre les différents arrêts d'Ulysse, les différentes épreuves qu'il a croisées, eh bien on n'a pas non plus réellement d'unité au niveau de la qualité de comment ces différentes étapes sont écrites. Par exemple, l'étape de Circé, je pense que vous l'avez compris, je l'ai adorée, je l'ai trouvée vraiment intéressante, pertinente. Pour moi, c'est vraiment un retournement pour Ulysse. Il commence enfin à voir se fissurer l'image qu'il a de lui et de ses hommes, l'image qu'il essaye désespérément de garder, parce qu'en soi, il a déjà une opinion désastreuse de lui-même après ce qui s'est passé à Troie, mais c'est toujours un meneur d'hommes, ses hommes sont toujours là avec lui, et si lui il ne s'estime pas lui-même, au moins il estime encore ses hommes. La rupture que lui offre Circé, et la scène est magistrale en plus dans le film. Il y a d'autres scènes qui sont vraiment super fortes. On a la scène des sirènes, comme je vous l'ai dit, qui est très courte mais extrêmement efficace dans la façon dont elle est écrite, parce qu'elle a une idée, parce qu'elle a un concept et parce que ça marche. Circé, c'est pareil, il y a une idée, il y a un concept, il y a une image, il y a un truc qu'il a voulu dire dans cette scène. La scène de la plage noire, pareil, il y a une idée, il y a un concept, on a quelque chose à dire. À côté de ça, on a des scènes qui sont supposées être giga importantes et qui semblent presque juste des passages obligés. Je pense à la scène de Polyphème. Déjà, il a enlevé le passage avec la blague sur je m'appelle personne. Du coup, la malédiction de Poséidon est assez compliquée à porter. En fait. Il parle avec lui, normalement il y a un échange. Là, ils ont sucé un petit peu la moelle de cette scène pour en garder un effet un petit peu horrifique qui visuellement fonctionne, qui est surtout dénué d'une réelle profondeur. Et on a d'autres scènes comme ça qui tombent à plat, non pas parce qu'elles sont visuellement pas belles, mais parce qu'on leur a absorbé la moelle, le fond qu'elles devraient avoir, le message qu'elles devraient apporter, la réflexion qu'elles devraient représenter pour Ulysse, peut-être parce que ça aurait pris trop de temps à mettre à l'image, ou peut-être parce que ça matchait pas avec la vision qu'ils en avaient. La scène des géants, cette scène n'a aucun sens dans le parcours, à part nous débarrasser de quelques gêneurs, quoi. Et c'est dommage qu'il y ait des scènes comme ça, dont on a sucé la moelle de vie, et qui sont juste là pour être là. Calypso, j'adore. Sparte, toutes les scènes à Sparte, la scène de chasse à Sparte, elle sert à quoi? À rien. J'ai l'impression que vraiment le film est très inégal, parce qu'il y a des moments, il a un message à passer, il a une idée, il a un génie visuel, il a un génie d'écriture, il a un génie de dialogue, il a un génie de mise en scène, et d'autres moments, il fallait le mettre dans le film, parce qu'il faut raconter l'histoire, mais c'est là. C'est comme ça que je l'ai senti, et du coup c'est un peu les montagnes russes. Des fois t'es en mode waouh, c'est fou ce qu'on me délivre, et des fois t'es en mode ouais, bon étape suivante hein.
Et cela me mène au fond du fond du fond, c'est-à-dire le message du film. Et alors là, je suis même pas d'accord avec moi-même. Ça va être à la fois positif, à la fois négatif, parce que j'ai toujours pas réussi vraiment à mettre le doigt sur est-ce que j'ai apprécié ou pas ce qu'ils nous ont proposé de la vision de l'Odyssée. D'un côté, je suis hyper fâchée, parce que pour moi, il manque l'âme de l'Odyssée. Pour moi, le film qu'il nous a délivré, il est beau, il est grandiose, il y a des scènes qui sont bien écrites, il est bien réalisé, etc. La technique, les effets spéciaux, les acteurs. Mais pour moi, ce film, il a pas d'âme. Je l'ai trouvé froid. Oui, le cinéma de Christopher Nolan est froid, mais Interstellar a une âme. Il a un truc à dire sur l'humanité, un truc énorme, un truc gigantesque, et un truc poétique. Cette poésie, pour moi, ça devait être dans l'Odyssée. Il n'y a pas de poème, il n'y a pas de lyrisme, il n'y a pas de chant, il n'y a pas de spirituel, il n'y a pas de divin. On déconstruit les dieux, on déconstruit les hommes, on parle de leur souffrance, ok, on parle de la culpabilité et du PTSD après la guerre, de l'impossibilité de se reconstruire parfois, de la façon dont on se leurre, et on parle de ce que le mythe dit de nous, c'est-à-dire que le mythe, ça se construit sur des faits, sur des hommes, mais ça les exagère, ça les améliore, ça les transforme, ça les transcende, mais que la réalité derrière, elle est pas transcendantale, surtout quand on parle de guerre. Ok, on parle de tout ça. Mais où est la poésie ? Où sont les métaphores? Où est la philosophie? Homère, c'est tout ça aussi. C'est un récit fondateur d'une civilisation. Elle est bien au-delà d'être simplement une histoire. C'était des modèles, positifs comme négatifs. C'était des textes qu'on racontait aux jeunes. C'était de la transmission, de la symbolique. Et tout ça, on peut pas juste le raconter. Il faut qu'on le ressente, il faut qu'on le voit. Et pour moi, on le ressent pas et on le voit pas. À part dans quelques moments où il y a des éclairs de génie. Je pense au personnage de Zendaya. Il y a un truc, un flash sur le personnage de Zendaya en fin de film. C'est un éclair de génie. Ça, c'est un des moments du film qui est éclair de génie. Mais est-ce que ça suffit ? Est-ce que ça suffit une dizaine d'éclairs de génie sur un film de 3 heures qui adapte l'Odyssée ? Et c'est là que je suis indécise. Est-ce que c'est suffisant ? En fait, la majorité du temps, j'ai trouvé que le film était trop littéral, il était trop au pied de la lettre, il était trop « j'adapte l'histoire » sans voir sa poésie, sans voir ce que ça représente au-delà de ça. Alors, on en parle un petit peu à la fin, quand on parle de civilisation, quand on parle de l'âge de bronze d'ailleurs. Comment un personnage qui vit un âge peut connaître le nom de l'âge qu'il vit ? Ça, c'est un détail. Mais on essaye un petit peu d'ouvrir sur la fin à ça, tout le truc qu'ils nous font sur l'Ouest, qui est à la fois une ouverture vers l'Énéide, donc vers Rome, mais qui est aussi une ouverture vers les civilisations de l'Ouest occidental et potentiellement vers les États-Unis. D'ailleurs, oui, on ouvre un peu la porte à la fin du film, mais pourquoi qu'à la fin du film en fait ? Le film en fait manquait de ces petits détails qui font l'humain, qui font le vrai, qui font le palpable et à la fois le divin de ce genre d'histoire. C'est une histoire grandiose, mais une histoire grandiose, c'est pas que du grandiose, et j'ai trouvé que ça manquait d'un petit peu plus de poésie et d'un petit peu plus d'humanité. J'ai cet arrière-goût de déception, cet arrière-goût déstabilisant d'avoir vu quelque chose avec plein de choses bien, mais qui n'était pas si bien que ça au final. Peut-être parce que j'avais trop d'attentes, peut-être parce que il y avait trop d'ampleur, peut-être que c'était un projet qui était trop inaccessible même pour Christopher Nolan. Quand je réfléchis à la morale du film, à son message et à ce qu'il y a derrière les beaux moments et les grands moments et le bateau et les vagues et Ulysse, ça aurait peut-être être plus profond. Et ça se trouve, le film est plus profond, mais ça va me demander 4 visionnages. C'est pour ça que là, on est juste à 1 semaine après l'avoir vu. Mais j'aurais peut-être voulu moins d'errance temporelle et moins de schmilblick temporel, de branlette temporelle, et plus d'errance intellectuelle, plus d'impalpable, plus de magie, plus de... je sais pas. J'ai du mal à verbaliser ce qui manque pour moi dans ce film, mais il manque quelque chose d'intello, presque. Il manque presque quelque chose d'intello, je suis désolée de le dire, de sortir les gros mots, ça manque de côté un peu intellectuel, mais à la fois, depuis que j'ai vu le film, j'ai réfléchi à balle et j'adore échanger dessus. Donc peut-être qu'en fait, la richesse humaine et intellectuelle du film, tu l'as après le film. Voilà, c'est pour ça que je suis indécise, je suis encore en pleine réflexion. Mais je pense que mon avis devient vaseux, on va donc venir au bilan. Mon bilan, c'est un film qui est beau, qui est grandiose, qui est bien filmé, qui n'est pas clinquant et qui est sobre à la Nolan, qui a des éclairs de génie et qui a des moments vraiment
intelligent, pertinent, beau, bien filmé, bien mis en scène, bien rythmé, bien écrit, incroyable, qui donne envie de les revoir. Circé, les sirènes, la plage noire, les échanges entre Pénélope et Télémaque, notamment un échange entre Pénélope et Télémaque. Quasiment tous les moments où Robert Pattinson fait son petit sourire de « Ah, je suis un méchant mais j'essaye de paraître gentil », tous ces moments-là sont pépites. La petite scène Zendaya, incroyable. Il y a des moments comme ça qui sont géniaux. Il y a des moments de pur cinéma qui sont incroyables. Toutes les scènes sur le bateau, la façon dont c'est filmé, l'ambiance, le mouvement du bateau, le mouvement de la mer, je les ai trouvés géniales. Mais le film m'a déçue parce que déjà, peut-être que trop de gens hurlaient au chef-d'œuvre et que du coup j'attendais quelque chose de waouh et j'ai eu du waouh sporadique. Mais aussi parce que le film manque d'unité et manque de lyrisme et manque de poésie et manque d'antique, pas au sens réalisme historique. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas ce que je recherchais dans le film. Mais au sens, l'Antiquité, il mêlait la philosophie, la science, les dieux, l'explicable et l'inexplicable. Tout ça était entremêlé. On te faisait une leçon de psychologie ou de philosophie tout en te parlant d'une guerre qui a peut-être existé mais qui a été transformée, et en te parlant de héros déchus et de leur souffrance et de leur famille et de dieux et de divinités et de nymphes et de mythes. Et j'ai l'impression que le film est passé à côté de ça parce que c'est quelque chose qui est difficile à mettre en œuvre, qui est difficile à palper, et il y est arrivé mais que ponctuellement, et ça fait que malheureusement le film n'est pas allé jusqu'au bout pour moi. Je crierais pas au chef-d'œuvre, mais c'était pas une catastrophe non plus, loin de là. C'est un film qui est extrêmement ambitieux, qui par moments touche du doigt son ambition, mais je pense que vouloir un film entier aussi ambitieux que le projet qu'il s'est donné, c'était peut-être trop. Et en tout cas, je suis pas déçue de l'avoir vu parce que je prends plaisir à réfléchir sur ce film, et ce film m'habite encore une semaine et demie après l'avoir vu. Et je pense que quand j'irai le revoir, j'aurai encore une expérience différente et plus enrichie. C'est une victoire de faire encore aujourd'hui réfléchir des gens sur un truc qui a été écrit il y a 2000 ans. C'est une victoire quand même. Faire revenir des gens au texte classique, faire réouvrir l'Odyssée d'Homère à des gens, leur donner envie de savoir si ça c'était vrai, et lui c'est qui, et lui c'est quoi son histoire, et quelles sont les autres étapes d'Ulysse. Rien que ça, c'est une victoire gigantesque. Voir des gens sur Twitter s'écharper sur des détails des écrits d'Homère, ce qui signifie donc qu'ils sont allés les ouvrir, les farfouiller, les lire. Rien que ça, c'est une petite victoire, messieurs, dames. Donc ce film est une victoire. Même si il n'est pas foncièrement et intégralement réussi, et même s'il est loin d'avoir la perfection qu'il aurait dû avoir, ce film est une victoire. Mais il m'a déstabilisée et je reste encore sur ma faim. Maintenant, les moments qui m'ont donné du génie dans le film, j'ai tellement envie de les revoir. Parce que ces moments ont touché du doigt quelque chose. Pas la perfection, parce que la perfection est inaccessible, évidemment, mais quelque chose de grand. Il y a dans ce film des moments qui sont grands. Et des grands moments, même au milieu de moments qui sont moins grands, mais ça reste des grands moments. Voilà. Est-ce que je vous recommande de voir le film ? Évidemment, je vous recommande de voir le film. Ne serait-ce que pour que nous puissions débattre, et ne serait-ce que pour que vous preniez le plaisir de débattre dessus. Même si vous passez par un bon moment, ce sera hyper intéressant de venir discuter ensuite de pourquoi vous n'avez pas passé un bon moment, parce que c'est ce genre de film. C'est le genre de film où c'est plaisant d'en discuter, même si tu les as pas aimés. De toute façon, vous aimez râler, donc voilà. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette très longue vidéo sur l'Odyssée, l'adaptation de Christopher Nolan du texte d'Homère et de peut-être d'autres inspirations. Je suis désolée pour les côtés encore un peu vaseux de mon avis, mais il faut encore que je le réfléchisse, le mûrisse, l'enrichisse. Il faut que je revoie le film, peut-être en 70 mm pour faire partie de l'élite mondiale. Vraiment ça, faut qu'on en parle. Bref. J'espère que vous avez quand même apprécié cette vidéo. Je vais pas vous m'étaler plus parce que je vais pas vous faire perdre plus de votre temps. Mais j'espère qu'elle vous a ouvert à des réflexions sur le film, à des choses auxquelles vous n'avez peut-être pas pensé. Mettez-moi tout ça en commentaire, dites-moi si vous avez aimé le film, si vous l'avez vu, si les mêmes choses que moi vous ont gêné ou pas. Franchement, parlons-en, parce que c'est un plaisir d'en parler, et c'est un plaisir de voir autant de gens aller au cinéma, et c'est un plaisir de voir autant de gens se tourner vers un texte aussi vieux et aussi important que celui d'Homère. Donc, beaucoup de plaisir en fait, beaucoup de plaisir, voilà. Écoutez, mettez un like, boostez la vidéo, vu le travail de montage que je vais avoir, parce que là, je sais pas à combien de temps on en est dans la vidéo pour vous, et moi je suis à 57 minutes de tournage, j'en ai marre de moi, je parle trop, donc récompensez cette petite vidéo d'un commentaire, d'un like, d'un boost,
voire d'un abonnement. Moi je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et de très bons visionnages. Peut-être l'Odyssée au cinéma. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis comme toujours, à très vite. C'est fini, mais si tu en veux plus, n'hésite pas à me retrouver sur mes réseaux sociaux. Je mets mon compte Instagram et mon compte Twitter. Et sur les autres vidéos de la chaîne pour parler cinéma. Et ne rate pas la scène post-générique. Messieurs, dames, il est temps que nous parlions enfin de l'Odyssée de Nolan. Par contre, je vais enlever ça, ça tient chaud. Il est pas beau? C'est pas le sujet. Bonjour, c'est après 2 paracétamol, j'ai bien mis 2. Je me décide à filmer cette vidéo. Je suis un peu au bout de ma vie, pour ceux qui ont suivi, je vous ai fait un petit post. Pour ceux qui me suivent sur Insta, vous avez déjà l'info. Je suis désolée, il y a un truc qui passe à sa place, ça m'agace. Je me suis fait changer une dent. Et 3 mois que j'ai un processus de dentiste, des enfers à suivre parce que j'ai des gros problèmes de dents. Il y en avait une, on n'a pas réussi à la sauver. Je me suis donc fait poser une couronne. On a sauvé une partie du coup. Et je souffre. Mais un truc de fou. Ça s'est pas versé comme il faut, il a fallu la mettre, l'enlever, forcer pour sortir le machin. Maintenant c'est fait sur mesure en fait pour que la pièce soit parfaitement adaptée à ce qui reste de la dent précédente. On n'arrivait pas à le sortir, il a dû se cogner avec une espèce de machin. Bref, j'ai mal. Ça fait 2 jours, j'ai mal. Je me suis shootée. Il est grand temps d'aboutir cette réflexion sur l'Odyssée. Je me suis pris des petites notes pendant tout le temps que j'étais en vacances, donc j'ai vu le film il y a 1 semaine maintenant, on est jeudi au moment où je tourne cette vidéo. Je me suis donc pris des petites notes tout du long pendant mon processus de réflexion pour pas oublier, parce qu'en fait j'ai beaucoup de choses à dire, et la première chose que j'ai à dire c'est que j'ai adoré réfléchir sur le film. Donc déjà si le film a une qualité, avant même qu'on parle du film lui-même, c'est que j'ai aimé prendre le temps de réfléchir sur ce film. Il va y avoir le message, il va y avoir, j'en sais rien, l'engagement, pour certains, c'est ce qu'ils recherchent dans l'art. Et j'ai beaucoup apprécié réfléchir sur le film. Et l'aboutissement de ma petite réflexion, parce que je pense que c'est une réflexion qui va encore continuer longtemps, et ça va être pour aujourd'hui. Voilà. Donc installez-vous confortablement. Je ressemble à rien, mais il fait encore 75 000 degrés dans mon pays, là. J'étais à la campagne, j'étais bien, il faisait frais, il y avait des rivières, c'était incroyable. La ville, c'est... En vrai, c'est pas la ville, c'est ma ville. Oh là là, vraiment ici c'est une représentation du 7e siècle d'enfer. Donc voilà, bref, on s'installe, je vais me chercher mon café, j'arrive. Petit café glacé. La sonorité du café glacé. On m'a dit que le son était pas ouf pour les dernières vidéos, j'ai peut-être déplacé le micro, je viens d'y penser. Vous me direz, je pense que c'est surtout que la pièce dans laquelle je filme, c'est pas forcément la plus adaptée. Si je mets le micro vraiment juste devant moi, penché vers moi, est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est la sensibilité qui est trop... En fait, j'ai peur de toucher au réglage et de faire un truc de merde. On verra. J'espère que ça va. On va pas trop bouger. Bon, c'est parti. Let's go. Il est temps, messieurs, dames. Après un périple de plus de 7 jours... Il est temps de parler de l'Odyssée de Nolan. Vraiment, je ne me lasse pas de la blague des 4 films de Matt Damon où c'est juste lui qui essaye de rentrer chez lui. J'adore. De mes films favoris de Christophe. Spoiler alerte pour ceux qui connaissent pas l'histoire. C'est long, c'est compliqué, il y a des petites épreuves, les dieux s'en sont mêlés, il fait 2-3 conneries sur le chemin. Ces hommes sont pas forcément des mecs sympas. Et Calypso. Donc, c'est quand même... John Berntal. Mais... Voilà, sa vision du monde n'allait pas positif, mon frérot. Je trouve pas d'aura. C'est l'angle de caméra qu'on va essayer de lui donner, qui peut lui donner un peu d'aura. Mais sinon, c'est vraiment... Oh, c'est trop grande pour moi. Tu verras pas mon visage. Je suis un mec ténébreux. Je suis le méchant. Je suis le chef. Respecte-moi. Alright, ok, je comprends. Le géant fait grave pitié dans l'histoire. Et pour les femmes, fait pitié de base. Mais... Interstellar a une putain... Interstellar a une putain d'âme. Je n'ai pas à m'embêter avec ça. Et d'un gros... Et j'en suis sûre et certaine. C'est plaisant. De toute façon, vous aimez râler. De toute façon, les
les scènes post-génériques, on va s'arrêter là, hein, parce que là, je commence à me préparer mentalement et psychologiquement pour le montage, et j'ai des angoisses, j'ai des sueurs, et j'ai chaud. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. De toute façon, je sens qu'il y a plein de trucs que je vais couper, que je vais vous mettre en post-général, parce qu'il y a des moments où j'ai fait des mimes. Il y a des moments où j'ai fait des mimes. Voilà, je dis ça, je dis rien. Faut quand même être vaguement taré pour parler seul pendant 1 heure d'un film. Faut être fou. Enfin, je veux dire, cliniquement. Je sais pas quel est le mot pour dire ça, mais j'ai un grain. On est d'accord. Ah bon, c'est pas le sujet. Je vous laisse. Merci d'avoir laissé cette scène pas générique. Mon café glacé n'est plus du tout glacé.